D'un point de vue clinique et développemental, quand un enfant se présente à nous avec des difficultés dans son développement, on observe son développement et on observe son développement sur 4 facteurs développementaux. Le développement psychomoteur, le développement du langage et de la communication, le développement psychocognitif et le développement psychoaffectif. Et 3 options s'offrent à nous. Première option, il y a une atteinte de tous les champs du développement, les 4, mais quand on mesure le niveau développemental de l'enfant, il y a une homogénéité de l'atteinte. On est dans un retard mental. Deuxième option, il y a une atteinte d'un seul des champs du développement. Langage, dysphasie, psychomotricité, dyspraxie, psychocognitif, troubles des fonctions exécutives, troubles de l'attention, psychoaffectif, l'ensemble de la pédopsychiatrie classique, troubles anxieux, dépressifs, réactionnels. On est dans les troubles spécifiques. Évidemment, sur le papier, les choses marchent bien comme ça. Dans la vraie vie, les choses sont évidemment plus intermêlées. Mais l'idée, c'est quand même, on est dans une atteinte spécifique qui nécessite une prise en charge adaptée à cette atteinte, et on verra l'enfant progresser sur les différents champs éventuellement concernés. Troisième situation, qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, on a une atteinte de l'ensemble des champs du développement, mais quand on mesure le niveau développemental, il y a une très grande hétérogénéité, et cette hétérogénéité est variable au fil du temps. Ça se traduit comment quand on a un enfant un peu de 7, 8, 9, 10, 15 ans? Eh bien, quand on regarde ses compétences en psychomotricité, il réussit des choses compliquées et il rate des choses simples. Il en va de même pour la communication et le langage, pour les aspects cognitifs ou pour les aspects psychoaffectifs. Ça renvoie aux troubles envahissants du développement. Dans ces troubles envahissants du développement, il y a plusieurs diagnostics, et le diagnostic qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui d'autisme infantile. La définition de l'autisme infantile, selon la classification internationale des maladies dans sa 10e édition, s'appuie sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est qu'il faut que des troubles soient présents avant l'âge de 3 ans, quels que soient ces troubles. Les premières atteintes, les premières alertes apparaissent avant l'âge de 3 ans. Et puis, après, il faut qu'il y ait suffisamment de symptômes. Suffisamment de symptômes, ça veut dire à la fois des troubles des interactions sociales, des troubles de la communication et des intérêts restreints, des jeux répétitifs, des gestes stéréotypés. Les Américains ont mis au point une nouvelle classification, le DSM-5, en 2013, et ils ont regroupé sur un seul cadre symptomatique à la fois les troubles des interactions sociales et les troubles de la communication. D'une triade, on est passé à une dyade. Et ils ont supprimé le terme d'autisme et supprimé le terme de syndrome d'Asperger. Je reviendrai après sur la définition du syndrome d'Asperger, pour regrouper tous ces troubles sous le terme de troubles du spectre autistique. Évidemment, en faisant ça, c'est aussi un facteur qui pourrait permettre d'expliquer une augmentation des troubles. Si on réduit le nombre de facteurs diagnostiques, si on élargit la définition, fatalement, il y a plus d'enfants concernés. Il y a aussi une très importante question et pression aujourd'hui pour que le diagnostic soit posé le plus tôt possible. Et ceci se comprend aisément. Plus tôt on prendra en charge les enfants, meilleur on améliorera le pronostic de ces enfants. Mais attention, la question de la validité du diagnostic dans le très jeune âge est une question complexe. Et quand on voit des enfants à 2 ans, 3 ans, la symptomatologie qu'on utilise pour repérer l'autisme est la symptomatologie qui est présente à 5, 6, 7 ans. Et donc on prend cette symptomatologie et on la fait porter sur le très jeune enfant. Ce sont des troubles développementaux, ce n'est pas très clair que ceci soit le plus pertinent. On va revenir là-dessus. En tous les cas, la diapositive que je présente là montre que la stabilité diagnostique, quand on passe de l'âge de 12 mois à l'âge de 84 mois, elle n'est pas si mauvaise que ça, mais elle n'est pas si bonne que ça, puisqu'on a quand même 25 et 9% d'enfants qui avaient des têtes, noces ou un autisme et qui se retrouvent dans d'autres troubles plus tard. Donc on a à peu près 30% des enfants qu'on surdiagnostique à l'âge de 1 an, 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, et qui s'avéreront non autistes dans un deuxième temps. Pour autant, la prise en charge doit se mettre en place sans hésiter. Et si ces enfants ne sont pas autistes, ils bénéficient des modes de prise en charge psychoéducative qu'on met en place et on les esquinte pas en faisant ça. Il en irait tout à fait autrement s'il s'agissait de traiter avec un médicament ces enfants où il faudra avoir une certitude diagnostique. Mais là, ce n'est pas le cas. On est aujourd'hui dans une prise en charge psychoéducative. C'est cette diapositive pour rappeler la difficulté que l'on peut avoir à l'âge de 3 ans à l'égard des symptômes
qui confèrent le diagnostic d'autisme, parce que ces symptômes ne sont pas spécifiques. Et on voit très bien sur cette diapositive que les enfants à 2 ans qui n'ont pas d'autisme sont quand même 50% à ne pas avoir de gestes instrumentaux. Il reste 30% à l'âge de 3 ans à ne pas avoir de gestes instrumentaux, et on peut décliner l'ensemble des signes comme ça. Ce qui veut dire que quand on a un diagnostic d'autisme posé très précocement, on va engager une prise en charge sans attendre, évidemment, mais il faudra qu'on se repose la question diagnostique à l'âge de 5 ans. Et ce diagnostic sera confirmé à ce moment-là. On vient de voir très rapidement que l'autisme concernait une grande variété de symptômes, que ce soit des troubles des interactions sociales, que ce soit des troubles de la communication, que ce soit des intérêts restreints, des jeux répétitifs, des troubles neurosensoriels. Ça veut dire que l'autisme intéresse une très grande part du fonctionnement du cerveau. C'est une atteinte diffuse du cerveau, si on peut dire ça comme ça. S'il s'agit d'une atteinte diffuse, quels sont les candidats qui permettent d'expliquer cette atteinte diffuse? Les candidats sont ceux qu'on retrouvera dans les travaux de recherche actuels. La glie, c'est-à-dire les cellules du cerveau dont la fonction est d'assurer l'immunité et d'assurer l'apport énergétique et de nutriments au cerveau. Les hormones et éventuellement les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est plus compliqué parce qu'en fait, c'est pas très spécifique. La dopamine n'est pas la même exactement selon les régions du cerveau où elle intervient. La sérotonine, il en va de même pour la sérotonine. C'est-à-dire on appelle sous un large nom sérotonine des neurotransmetteurs qui finalement s'avèreront assez différents dans leur fonctionnalité avec des récepteurs assez différents les uns des autres. Et donc, l'idée que les neurotransmetteurs puissent être explicatifs d'une atteinte diffuse du cerveau ne marche pas bien. Elle a été très travaillée par le passé et elle ne nous a pas permis, en tous les cas, d'aboutir sur des processus de traitement efficaces. À côté donc de la glie et des hormones, il y a aussi les interneurones. Les interneurones sont des neurones qui ne sont pas des neurones effecteurs au sens strict du terme, mais qui sont des neurones dont le travail est de faire travailler ensemble l'ensemble des structures du cerveau, l'ensemble des structures corticales, l'ensemble des neurones effecteurs. Dans ces interneurones, on retrouve les interneurones GABA et glutamate, et on a en fait un équilibre qui se joue entre gamma et glutamate, un équilibre qui se joue entre excitation et inhibition, et c'est cet équilibre-là qui permet de faire fonctionner harmonieusement le cerveau. Il est peu probable, on vient de voir qu'il y avait 300 gènes qui étaient candidats, il y avait beaucoup de facteurs environnementaux, et donc, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Il y a très précocement, dans le développement fœtal, une atteinte génétique, environnementale, qui va se traduire par un certain nombre de troubles et qui va se traduire, in fine, par un syndrome autistique, un diagnostic d'autisme. Ceci signifie que de nombreuses atteintes du cerveau, très différentes les unes des autres, peuvent se traduire par le même syndrome. Et donc, il est peu probable que l'autisme, tel qu'on le définit aujourd'hui syndromiquement, soit le reflet direct, immédiat de l'expression de cette atteinte. Et que cette atteinte va provoquer en cascade une série d'événements neurodéveloppementaux et que parmi ces événements, il y en ait un qui soit commun, qui soit un nœud commun à l'ensemble de ces atteintes. Et l'autisme tel qu'il est défini, tel qu'il se traduit cliniquement et d'un point de vue psychocognitif, on reviendra un peu plus loin là-dessus, est le reflet de ce nœud neurobiologique, neurofonctionnel qui est concerné. Il faut également que ceci puisse être compatible avec le fait que ce soit diffus, et donc il n'y a pas un lieu particulier dans le cerveau qui est concerné, et vraisemblablement pas, et le fait que ce soit très hétérogène.
Et donc, on peut imaginer que on a si on s'intéresse par exemple aux interneurones, qu'une partie d'entre eux, plus ou moins importante, soit concernée par cette atteinte, et qu'il en faut suffisamment pour que ça confère un diagnostic d'autisme, mais qu'on peut en avoir un peu plus ou un peu moins, et on a une variété d'expression clinique qui va être importante.